La mort d'un homme est le scandale absolu. Oui, ça je le pense profondément. Et je suis pénétré évidemment de cette idée, de cette évidence qu'un homme vient au monde, vit une centaine d'années sur la terre, puis disparaît, je ne sais pas où. Et la totalité de sa vie est évidemment ce qui se passe, lui présent, dans sa chair et dans son cœur, pendant qu'il est sur la terre. Et la disparition d'un homme, pour moi, me semble évidemment le scandale le plus fabuleux qui puisse arriver. Avec Joseph Delteil, je peux le dire, c'est comme un coup de foudre. Parce que ça s'est passé au cours d'une radioscopie. Donc on fait la radioscopie tout à fait normale, où on plaisante, où il me parle d'André Breton. Il est furieux contre les surréalistes, car on ne peut pas oublier que les surréalistes l'avaient quand même jeté. Et tout ça parce qu'il avait sacrifié à l'amour à un certain moment, et j'y reviendrai. Mais il était peut-être le plus doué des surréalistes. Moi, j'ai toujours dit, et je le dis aujourd'hui encore, Joseph Delteil, pour moi, est plus important qu'André Breton. Ce qui me met parfois en difficulté avec tous mes amis. La première rencontre chez lui, au moment de la préparation de l'adaptation d'un de ses romans majeurs, Jésus II, une adaptation faite par Christian Liger. En fait, cette première rencontre a été précédée, pour ce qui me concerne, sans savoir que j'allais, quelque temps après, connaître Joseph Delteil, c'était la diffusion du film tourné à la Tuilerie de Massagnes par Jean-Marie Drault, et qui présentait cet homme mi-paysan, vigneron, écrivain, etc. Et j'avais été très émerveillé par cette rencontre. Oui, j'ai connu Delteil, j'étais assez jeune, j'avais 15-16 ans. Je l'ai connu par Frédéric Jacotemps, qui était directeur à l'époque de la radio de Montpellier. C'est d'ailleurs lui qui a... Parce que Delteil ne sortait pas. Au départ, il était toujours à la Massagnes, là-bas. On ne le voyait pas beaucoup, même à Montpellier, il ne sortait pas tellement. Et c'est Temple qui, petit à petit, est devenu ami avec Delteil. Et comme il était directeur de la radio, il essayait de l'amener à la radio pour le faire parler, pour avoir des interviews, enfin tout ça. Et il y est arrivé, la preuve c'est qu'après, Delteil, à partir de là, il a repris l'écriture et tout. Mais on doit beaucoup à Frédéric Jacotemps. Hein. Cette première rencontre fut décisive. Tout simplement parce que j'ai compris, et pourtant je n'avais que 10 ans. Je le dis du reste dans la chanson que j'ai faite sur Delteil, je n'avais que 10 ans quand je t'ai rencontré, et pourtant ton regard dans le mien s'est ancré. En effet, Delteil m'a regardé d'une certaine façon. J'ai senti que c'était autre chose qu'un
qu'un vigneron. Et alors, je me souviens de cette radioscopie, parce qu'on s'amusait beaucoup, il me montrait toutes ces lettres. Alors vous savez qu'il n'écrivait que sur le dos des enveloppes, sur les feuilles qui déchiraient, les pages qui déchiraient dans les journaux, dans les magazines surtout, parce qu'il utilisait tous les blancs pour pouvoir écrire. Ça, c'était son bloc-notes. Et puis également, il avait mis près de lui 3 couteaux. Alors je lui demande, que sont ces 3 couteaux? Il me dit, mais c'est simple, c'est la vie de tout homme. Tout homme, en tout cas, dans ma situation à moi. Le premier, c'est pour le pain. Le deuxième, c'est pour la viande. Et le troisième, c'est pour le fromage. Des rencontres aussi je crois qu'on a droit. Une suffit. Une rencontre suffit pour, en fait, vous emparer de vous-même. Parce qu'il s'agit bien de ça. Il s'agit de mettre le feu aux poudres de son propre feu d'artifice. Quand je l'ai rencontré, j'ai rencontré un grand-père qui se marrait, qui avait de l'humour, qui était un type formidable, qui assez un peu un art sur les bords. Je le vois comme ça. Et il dit à mon père, laisse-le faire, enfin. S'il a envie de faire du théâtre, il fait du théâtre, quand ça peut vous te foutre, il faut qu'il fasse ce qu'il a envie. Dans la vie, il faut faire ce qu'on a envie. Voilà. Il ne faut jamais se détourner. Il faut faire ce qu'on veut faire. Ça, il était là-dessus. J'ai toujours écrit pour la joie des hommes. Mon désir le plus profond a toujours été que, en lisant un de mes livres, quelqu'un passe une journée agréable et compte cette journée comme une journée de plaisir. Et j'ai toujours l'impression que c'est à peu près le même dans l'ensemble de la nature. Je le vois pas très grand. Je le vois toujours habillé, je dirais pas de breloque, mais presque, toujours un petit juste au corps, là, très paysan, mais volontairement paysan, c'est-à-dire beau paysan, et puis aimant aller dans l'herbe. On allait dans l'herbe, dans le jardin, on allait se promener dans les champs. Je le vois comme ça aujourd'hui. Et parfois je me dis, mais il a été habillé, il a eu une cravate à un certain moment. Et il a fait petit bourgeois. Je ne le vois pas petit bourgeois. Je le vois comme à ces derniers moments, dans les dernières années de sa vie. Jeune, c'est un fier languedocien, comme ça, moustachu, et la moustache fière et conquérante, comme ça. Hein, c'est l'œil vif et ardent. Ça. Dès qu'on le rencontrait, dès qu'on le voyait, on se disait quel est cet être qui est quand même, d'apparence du moins, d'une grande banalité. Parce que vraiment, c'était la fragilité. Mais après, lorsqu'on était près de lui, on voyait ses yeux, qui étaient malins comme ça n'est pas vrai. Et je me disais, même une fois je m'étais dit, il doit être sournois. Et je lui dis, Joseph, vous paraissez pour tous très très gentils, mais ne seriez-vous pas un peu pervers? Et il y avait, c'est vrai, un peu de perversité qui vraiment suintait sur tout son visage au moment où nous discutions. Et parfois, lorsque je l'attaquais, que je le critiquais, que je l'agaçais, il y avait toute la mélancolie dans ses yeux qui disait « Arrête mon garçon, tu déconnes ». Son parrain en littérature, parrain, c'est-à-dire, ceux qui au début ont dit, mais ce gars-là, il est formidable. Bon, c'était Pierre Macorlan, d'abord, et puis Aragon, le portrait dans la détairie que dresse Joseph sur Aragon, c'est une merveille, quoi. Une merveille, où il dit son admiration, où il dit cet homme, je l'aimais, quoi. Et c'est lui qui l'a fait rentrer, c'est Louis Aragon qui l'a fait rentrer
au groupe surréaliste. Et plusieurs fois, Joseph me racontait son exclusion, son excommunication par Breton, et ça, il riait, comme ça l'amusait beaucoup d'évoquer, il n'était pas demeuré contrit, je pense qu'il l'a probablement jamais été, hein. Il trouvait très amusant ce moment où Breton lui a dit à propos de Jeanne d'Arc que c'était une vaste saloperie, quoi, cette Jeanne d'Arc. Donc dans les termes les plus violents, hein, Breton, mais Delteil n'était pas le seul, hein, il a excommunié pratiquement tout le monde. Il était le pape, seul un pape peut excommunier aussi comment dire, fréquemment. Alors, on passe toute l'émission, on parle évidemment de Jeanne d'Arc, on parle de la Delteillerie, on parle de théâtre, on parle de ce qu'il avait vécu auprès des surréalistes, on parle de Philippe Soupeau, il me dit « Je sais que Philippe Soupeau est votre ami, alors que pense-t-il de moi ?» Et j'avais téléphoné à Philippe Soupeau avant de rejoindre Grabels, parce que l'émission, Radioscopie, était en direct, mais de Grabels à la Tuilerie de Massane. Donc on était totalement chez lui. Et j'avais téléphoné la veille à Soupeau en lui disant « Je vais voir Delteil ». Et il m'avait dit « Il faudra que tu l'embrasses très très fort ». Lorsque nous l'avons chassé, je n'étais pas du complot. Il faut que tu puisses lui dire. Et je le dis à Delteil, il me dit toujours malin. Tout comme une autre figure qu'il évoquait, son amitié pour les Delaunay, grande amitié, les peintres Delaunay, les Delaunay, Sonia Delaunay, et puis son mari, Delaunay, magnifique. Regardez la peinture de Delaunay, qui est tout en couleur, qui est enfin, je veux dire, son vibration comme ça, un hymne à la formidable. Chagall. Vous voyez, là on est dans les sphères delteyennes, comme ça. Bon, il en parlait avec beaucoup d'amitié, ainsi que, alors là, on a un personnage. Plusieurs fois, il a évoqué avec plaisir le voyage qu'il a fait avec Henri Miller, qui disait de lui, qui disait de Delteil que c'est un ange. Il se dit, mais d'où sort ce type-là, quoi? Et on voit Miller et Delteil, oui, ben ça coexiste, et dans une grande amitié. Et ils ont fait avec avec Caroline, et puis la compagne de l'époque de Miller, un grand voyage en Espagne, et c'était une grande affaire. On sait que les rapports entre Soulages et Delteil étaient très, très, très chaleureux. Il ne faut pas oublier que c'est Delteil qui a trouvé cette formule à Soulages. Vous avez pris la peinture par les cornes. Joseph, Je crois que l'amour, essentiellement, est une affaire charnelle. Je crois que, justement, le grand destin ici-bas, c'est charnellement de se lier deux à deux, de former couple, pour ainsi dire. Et c'est une difficulté que je trouve très considérable, parce que nous ne nous convenons pas tous les uns les autres. Il me parlait surtout de ce qu'il avait vécu avec Caroline, qui avait été le grand moment de sa vie, qui avait d'ailleurs horrifié quelques-uns de ses amis surréalistes. C'était lorsque Caroline Dudley, américaine, ayant quand même de l'argent, était arrivée en France avec la Revue Nègre. La Revue Nègre, c'était Sidney Bechet, le fameux clarinettiste, et puis c'était Joséphine Baker, et puis c'était l'arrivée du jazz en Europe, la grande déferlante du jazz.
Et tous les surréalistes, enfin tous les gens de Paris, les Cocteau et les écrivains et les artistes, allaient tous voir la Revue Nègre, parce que c'était vraiment quelque chose qui faisait tournoyer la mode, c'était un vent nouveau qui s'était élevé. Et puis il a vu Caroline. Et après avoir vu Caroline, il a dit, mais je ne serai bien qu'avec cette femme. Et il me raconte, c'est lui qui me raconte tout ça. Les autres lui disent, arrête ton côté romantique, tu n'es à la vérité qu'un paysan, tu t'émeus de rien du tout. Et Caroline était belle. Et puis, les autres, ayant vu la Revue Nègre, se sont un peu égarés, n'y allaient plus au Théâtre des Champs-Élysées. Mais lui, il y allait tous les soirs. Et un soir, il a pris un peu plus d'audace que d'habitude, et il lui a dit, j'aimerais tellement vous parler, j'admire cette revue, je vous admire vous. Et elle lui dit, mais vous savez que j'ai lu votre livre. Comment? Mais oui, parce que je vous vois depuis certains soirs. Alors j'ai demandé, qui est ce garçon qui vient sans arrêt au théâtre? Et on m'a dit que c'était Joseph Delteil, qu'il était écrivain. Et j'ai lu Jeanne d'Arc. Vous avez lu Jeanne d'Arc? Ébloui, le père Delteil, le père Joseph. La femme qu'il admirait, la femme que peut-être secrètement il aimait déjà, avait lu le livre qui lui avait permis d'être vraiment lauréat littéraire. C'était quand même très 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 important. Et un soir, après vraiment beaucoup de fréquentation, beaucoup d'allées et venues, il lui dit, si vraiment il y a entre nous ce que j'appellerais un grand amour, il faut prendre une décision. Elle lui dit, quelle décision? Eh bien, nous partons demain pour Grabels. Il dit, Grabels, qu'est-ce que c'est? Mais c'est ma maison près de Montpellier, j'ai une ferme, on part pour Grabels, on s'installe là-bas tous les deux, et on ne revient plus jamais à Paris. Et ça a été le début pour Joseph Delteil, non pas d'une retraite, mais d'un conte de fées. Caroline, fille d'un chirurgien très connu, très célèbre de Chicago, donc un milieu social totalement différent, milieu intellectuel, artistique, très différent. Bon, et que ces deux-là se soient, voilà, rencontrés, et puis et tenus par la main, et c'est magnifique. Il s'est installé à ce moment-là avec Anna Grabels. Je n'irai pas jusqu'à dire que peut-être elle y a été la plus heureuse des femmes, elle y a été la plus amoureuse des femmes. Quand je vois ces troupes d'hommes se précipiter dans le métro ou sur les routes ou au moment de la rentrée des banques, etc., ces troupes d'hommes, ça me fait vraiment une immense pitié. Parce que je vois la vie de l'homme d'une façon tout à fait différente. Je la vois vraiment beaucoup plus libre. Vous savez que je suis en principe contre le travail, au moins contre le travail, comme on le conçoit aujourd'hui. C'est-à-dire une domestication intégrale des hommes et l'utilisation des hommes comme des outils, comme des machines, de sorte qu'il n'y a plus d'hommes véritables. Il avait cassé les fonds, avec tout, avec ses amis, avec ceux qu'il croyait être encore ses camarades, avec la vie parisienne, avec la vie éditoriale, parce qu'il était quand même écrivain. Alors, je ne sais pas, mais comme il l'avait décidé, il avait forcément raison. Et ça ne se discute pas. C'est-à-dire, je renonce, et c'est ce qu'a fait Joseph. Il n'a pas, il le dit dans le Delteillerie, il n'a pas voulu, malgré, il a été une coqueluche des salons littéraires. On s'est dit d'où vient ce phénomène. C'est-à-dire, il détonnait complètement. On se dit, lui, c'est un énergumène, je parle des années 20. Et puis, mesuré à cette réalité-là, ben, il s'y est pas retrouvé intérieurement. Et il a choisi de ne pas devenir écrivain professionnel. C'était un homme simple, qui n'aimait pas faire des chichis. D'ailleurs, s'il a refusé la vie mondaine parisienne,
C'est pas pour rien. Hein, c'est un geste de faire ça. Donc, il aimait la vie naturelle. Et en cela, il se contentait de peu. Il aimait le ciel, les oiseaux, l'air, un bon vin, bien manger. C'était ça. Il se contentait de peu, en effet. Nous, qu'est-ce qu'on va chercher? Plein de choses pour être heureux, soi-disant. Il a toujours loué et chanté les 5 sens, c'est-à-dire cette avidité, ne rien perdre du flairer fou, comme il dit. Toutes les manifestations de la vie. Il prenait la vie par tous les plaisirs, parce que c'était un homme de plaisir. Il aimait bien la vie. Et voilà, il l'a exprimé aussi avec ces termes. Quand il parle des animaux, la fiente des oiseaux, etc., il emploie des termes crus, mais qui sont des vrais termes. Pourquoi aller chercher midi à 14h et faire des périphrases au lieu de dire les choses telles qu'elles sont? C'est ça sa vérité. Il me disait, je pense que le choix que j'ai fait, ma manière d'être, sera de mieux en mieux comprise. Il a été à l'avant-garde de tout et peut-être à l'arrière-garde de lui-même. Voilà. Peut-être qu'il s'est trop tôt effacé. C'était le seul reproche que je pouvais lui faire. Si j'ai fait un effort quant à moi pour mener une vie simple et basée sur le bien. Ce n'est pas du tout pour les beaux yeux du public, ni pour la chose en soi, c'est pour atteindre ici-bas la totalité du bonheur. Dans les années 70, en 74 exactement, j'étais avec des amis ici et nous avions envie de parler avec Delteil parce que nous avions vécu les événements de 68 et nous avions la tête pleine de révolution, si on peut dire, de vie près de la nature, de vie communautaire, voilà. Alors on a pensé que lui, peut-être, ça l'intéresserait de nous parler et on est allé le voir à la Galobe. C'est vrai que la dernière œuvre importante, c'est François d'Assise. Et quand il dit, en l'écrivant, que souvent il baignait de larmes, alors il y a des gens qui préfèrent au Delteil mystique, à l'ermite requis par les hippies. À un moment donné, il est devenu comme cette manière d'être, on s'est dit, mais c'est formidable, c'est un gourou. Il nous posait des questions sur nous-mêmes, alors que nous, on venait pour le voir, pour l'entendre parler, mais lui, il s'intéressait à nous. C'était ça qui m'a frappé le plus de cette rencontre. Et on a passé, je vous dis, tout l'après-midi, sans s'en rendre compte, on est parti au moment où la nuit tombait, et personne n'avait vu le temps passer. Et je crois que lui, il était intéressé par cette visite qu'on avait fait impromptue. On ne l'avait pas prévenu du tout. Je veux dire, grosse bêtise, mais une sorte l'image me revient, de coménie plus dogmatique, je pense. De coménie du Larzac. Figure plus militante, ce que n'a, de mon point de vue, jamais été Joseph. C'est pas jamais on a eu, peut-être parce que j'étais pas le bon interlocuteur de ce genre de conversation, mais des échanges intellectuels, théoriques, vous voyez, ou dogmatiques sur des... Non. Je n'ai pas eu, mais il a dû en avoir avec d'autres, comme ça. Mais je pense que ce n'était pas dans sa manière. Comme nous, on voulait vivre en communauté,
il nous a posé des questions sur cette façon de vivre. Et comme ça correspondait à ce qu'il aime, à ce qu'il aimait, c'est-à-dire la vie dans la nature, la vie crue, la vie naturelle. Hein? Lui, il faisait son vin. Il était pour une autarcie, en quelque sorte. Et nous, on en avait la tête pleine de ça. On voulait vivre en autarcie, refaire l'école, on voulait tout ce qu'on voulait en 68. Hein? Après, c'est tombé. Et je crois qu'il y avait tout à fait un écho en lui. Et je pense que peut-être dans sa jeunesse, il avait vécu avec le surréalisme et autre chose, il avait vécu des trucs similaires, des révolutions en lui, pour lui et pour les autres aussi, similaires à celles de 68. C'est retrouver le regard du premier homme, du paléolithique, qu'elle était là, pour ne pas perdre, parce qu'il avait en lui cette jouissance formidable. Donc il a examiné ça. Paléolithique ne veut pas dire mot à mot paléolithique, ça veut dire préhistorique, ça veut dire de l'ancien temps. En réalité, c'est souvent la cuisine de nos grands-mères, des anciens, quoi. Mais c'est toujours votre même idée que dans le fond, l'homme, le grand homme, il est dans notre dos. Ce que je recèche toujours dans toutes ces choses-là, aussi bien dans la cuisine que partout, c'est ce que faisait l'homme quand il était naturel, avant qu'il ait commencé à se civiliser, avant qu'il ait appris comment on doit griller un gigot, par exemple, ou rôtir un gigot. D'instinct, je suis toujours persuadé qu'il faisait beaucoup mieux que nous avec toutes nos recettes. Vous savez ce qu'il aimait faire? De la carthagène, avec des raisins. Vous voyez, avec du raisin blanc, parce qu'ils avaient un peu de vigne, ils avaient un peu de vigne. Et avec le raisin blanc, ils faisaient cette fameuse carthagène. Pour lui, c'était quelque chose de merveilleux. Pendant le repas, il nous servait le vin, mais jamais avec une bouteille. Je ne l'ai jamais vu servir à la bouteille. Il avait la pipette, il remplissait le vin comme ça. Je me disais, tu sais, attention, celui-là, il est bon, et tout ça. Il y a un petit rite qu'aimait beaucoup, que m'a appris Joseph, un rite, le rite du toast. Alors, il me l'avait appris à la Tuilerie, on dit, celui qui offre le toast, qui l'adresse à quelqu'un, lui dit, à la bonne vôtre, je prends un peu son, à la bonne vôtre, alors celui qui se voit adresser le toast, il répond sensible, et le premier ajoute mêmement. Alors ça donne à la bonne vôtre, sensible, mêmement. Voilà. Je peux vous dire qu'il n'était pas trop aimé, je vous l'ai dit. Des gens de pièce, parce que c'était un intellectuel. J'avais fait des études parce que quand j'étais jeune, j'ai fait mes études dans mon village de Pieusse, que j'aime beaucoup, où je vais encore de temps en temps. Et il paraît que les études étaient assez bonnes au point que mon curé a pensé que je ferais peut-être un bon curé et peut-être un jour un petit évêque. Il avait été repéré très vite, évidemment, comme un élève, quand il était à Carcassonne, au collège, etc., mais comme quelqu'un de très aigu et qu'il faut donc, avec des parents, on ne peut plus modestes dans leurs conditions sociales. Son père travaillait la vigne, était bouche-cassier, il faisait le charbon de bois, enfin il faisait plein de petits métiers comme ça, ruraux, mais enfin c'est une famille, on ne peut plus modeste. Et puis il y a le petit phénomène là, qui est éveillé, qui est avide, qui est un cheval fou, comme ça. Delteil, c'est très beau, mais attention, hein, c'est un païen.
suis cathare, disait Delteil. Donc il était, oui, dans une forme, il cultivait une forme, cette marginalité-là est une forme d'hérésie par rapport au comportement professionnel habituel des écrivains. C'était une hérésie, voilà. J'ai dit, sa sœur, elle venait très souvent à la maison et je sais qu'elle était très malheureuse au début parce que pour elle, lui, c'était un hérétique. Et elle aurait aimé qu'il soit prêtre, ça tout le monde le sait, je pense. Et elle a consacré sa vie à élever un séminariste pour expier cette faute de son frère. C'était une sainte femme, Marie. Nous pensons qu'en patois, on peut se dire des choses plus affectueuses, plus tard. C'est la langue que vous ont appris nos parents. C'est la langue maternelle. Oui, ça. Et les choses... À Paris et tout ça, je ne lui parlais pas toi. Eh, c'est bien. Il me semble que c'est un étranger. Si je parle français, c'est C'est ça, le français c'est une langue étrangère, on peut dire Non, des choses c'est pour les officielles. étrangers. Elle faisait que dire, je vais vous le dire comment elle disait, a mon frère, en patois, elle le disait, a mon frère, digue la imabo pas, et ils feront la zounous quand sera morte. Je l'ai dit. Vous avez compris? Alors que que personne n'aimait son frère, à Pièce, et qu'on lui ferait les honneurs quand il serait mort. C'est la vérité. Il avait du moins, profité d'une bourse pour faire des études, donc pour devenir cultivé, etc., etc. Et puis, il en fait autre chose, et en plus, il devient scandaleux. J'entendais de temps en temps quelques réflexions à son sujet. Quel est celui-là? Alors, on ne le voyait pas très souvent dans le village. Mais effectivement, je sentais qu'il y avait une espèce de réputation un petit peu malsaine. On dirait aujourd'hui un peu sulfureuse autour de lui. Puis j'entendais vaguement le titre Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc. Quelques anciens du village me disaient « Oh, celui-là, on n'en veut pas !» Joseph a libéré les amarres, lâché les amarres, et qu'on se dit « Mais c'est un auteur pornographique !» J'ai pu, en me renseignant, savoir que Jeanne d'Arc avait été une de ses œuvres maîtresses, puisque Jeanne d'Arc a obtenu le prix féminin en 1925, mais qu'il y avait certains chapitres qui pouvaient choquer certaines personnes du village, et en particulier les plus pratiquantes. Son audace, sa fièvre, sa jeunesse, poulain fou, comme ça, apparaissait comme scandaleuse aux yeux de ceux qui manquaient d'audace, je pense. Aux yeux de ceux qui sont rassis, comme un pain est rassis, quand on le laisse traîner, quand il est, vieux croton. Par contre, quand je découvre dans son œuvre la description du rétameur, du marchand de peau de lapin, des artisans, je trouve qu'il y a un rapport très étroit entre Grabel, le village où il est venu donc se fixer, et Pieusse, son village d'enfance. Et je lui parle donc de son village d'enfance. Et c'est là qu'il me dit, comme moi, qu'il a connu donc les travaux des vignes, les travaux des champs, qu'il a connu les gens, et que pour lui, Pieusse, c'était un village dans lequel il a vécu tout le temps. Et c'est là qu'il me dit, et il a écrit de nombreuses fois, qu'il a vécu, même pendant qu'il était à Paris, Pieusse était constamment l'objet de ses pensées. Il avait une expression de la langue française qui me plaisait. C'était
tout à fait extraordinaire, cette manière qu'il avait de brosser les mots, de les aligner, d'en faire des bouquets. Il s'agit donc pour moi de trouver les mots, les tournures, les créatures verbales qui soient clés et sondes, qui déclenchent la vision, qui fassent mythe. Il avait une manière d'écrire à lui. Il était en avance sur beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, lorsque je vois certains écrivains qui voudraient écrire vite, saccadé, et pour être à la mode, mais cette mode, il l'a inventée en 1930, lui. Après, si on rentre dans la connaissance des livres, alors là, c'était un génie. Hein. Un homme qui a apporté une écriture nouvelle qui est extraordinaire. Il a chanté, il est allé chercher les Napoléon, les Lafayette, tous les grands héros. Il a chanté les héros. C'est-à-dire que tout parce que en lui, trouver le secret, qu'est-ce qui habite cette énergie, cette gourmandise chez les héros comme ça. Qu'est-ce qu'il est? Ça oui, ça l'a intéressé. Hein. Chez Don Juan, l'appel odeur des fémina, l'odeur de la femme. Qu'est-ce qui nourrit sa quête? Ne pas oublier que Delteil disait que les personnages de ses livres, c'était lui-même. Hein. Jeanne d'Arc, c'est moi, Don Juan, c'est moi, l'art même, dit-il, hein, dans la préface de Choléra, l'art, c'est moi. Dans le cours de l'émission, au cours de Radioscopie, nous avons parlé de tout, parce que là, il était un peu dans l'obligation. Il considérait que Jeanne d'Arc, c'était un essai littéraire. Pas plus. Et puis, il avait cette simplicité. C'est-à-dire, il n'était pas sûr de ce qu'il avait fait. Je lui avais appris une phrase qu'après, il me répétait sans arrêt, et qui est une phrase de Nietzsche, ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Il me disait, voilà la phrase. Moi, je suis dans le doute, je n'ai jamais eu de certitude. Et je disais, c'est ce qui vous permet d'avancer. Joseph Delteil, il a cultivé, c'est un faux naïf. C'est un faux naïf. Il a fait le choix du seul mot qu'il a souhaité retenir pour son épitaphe, d'ailleurs qui est celui qui orne sa tombe à Pieux, qui est innocent, l'innocence. Et Joseph a sciemment, résolument cultivé le don d'émerveillement, le don d'étonnement. Voilà. Pour moi, c'est la grande liberté. La grande liberté de l'écriture, du choix des thèmes, une liberté en tout. On ne peut pas le cataloguer dans quelque chose. On ne peut pas dire c'est un écrivain comme ci ou comme ça, on ne peut pas le mettre dans un tiroir. Il est libre. Pour moi, il sera toujours libre. Il vole. Dans les dernières années de l'année 2009, c'est-à-dire en 2010, disons, eh bien, il commencerait à devenir, non pas une idole, mais un grand écrivain. Pour le moment, c'est un écrivain méconnu. Il sera dans quelques années un écrivain reconnu. Mais je l'ai toujours dit. Je vais vous dire donc le texte de Delteil, le dénicheur de pie. La pie niche à la fine pointe du peuplier d'Italie, le plus gracile des arbres et le plus élégant, mais l'un des plus inaccessibles. Tout là-haut, bercé par la moindre brise, un entrelac de branchettes supporte une conque de crin. Longtemps, brindille à brindille, mâles et femelles échafaudent leur chef-d'œuvre. Puis elles y pondent des œufs étonnants, aigues marines, qu'elles couvent, elles et qu'eux. À l'affût dans le taillis, les garnements du village surveillent l'opération, l'œil au vent, car rien de plus malin que Dame P en ces circonstances-là. Un beau matin, les petits sont éclos. À preuve, la fiente qui balafre l'arbre.
la maman, tout le jour, leur porte vers attire l'arigot. Attention, cela croît comme un champignon et il suffit d'une chaude soirée pour que tout s'envole au ciel. Mais les gamins sont un peu là, ils tiennent conciliabule, supputant l'aile des oisillons. C'est si haut dans l'azur, un nid de pie pour des yeux de 10 ou 12 ans. Enfin, l'heure est venue, le plus brave se décide, c'est Juan. Il empoigne l'arbre et hardi, de branche en branche, à coups de cuisse, il grimpe, se crachant dans les mains de temps en temps et interrogeant la hauteur. En bas, les copains font cercle, yeux blancs. Halte là, Mère Pie a donné l'alarme. Et c'est aussitôt autour du peuplier des tournoiements sempiternels, un jacassement infernal. Le petit Juan seul là-haut dans les airs, un instant s'arrête. Fatigue, vertige, angoisse, son cœur bat. Ces vilains petits oiseaux ont le bec si crochu, la patte si méchante, et s'il leur prenait fantaisie de vous chahuter les oreilles et de vous crever les yeux. Et puis, ne dit-on pas que l'on rencontre quelquefois, toute ronde, au beau milieu du nid, une couleuvre en train de gober la couvée? Le petit Juan continue de monter, le tronc s'effile et oscille, il se sent tout seul dans ce monde irrité avec le vide immense de toutes parts. Enfin, le voici à la cime. Il étend le bras, la main au cul du nid. Et voici dans cette main la sensation charnelle, féminine vraiment, car ils sont nus avec à peine quelques rémiges sur les ailes et 4 plumes au croupion. Et il crie, grand Dieu, il crie. Un à un, l'enfant les fourre dans sa poitrine, entre chemise et peau, dans un halali de jacassement et de redescendre en vitesse. Tout pâle de bonheur et de crime, avec un fourmillement de cris dans l'âme. Tout un monde de becs et de pattes qui vous chatouille merveilleusement le cœur. Joseph Delteil, Don Juan. Quand je sortais de la Tuilerie, toujours j'avais sentiment de lévitation intérieure, de légèreté de l'âme, comme ça. Et pas parce qu'il s'était dit des choses essentielles, comme ça, au contact. C'était un être vraiment extraordinaire, un être de courtoisie, un être de gentillesse, de simplicité. Il avait le panache de la simplicité. J'ai vraiment aimé cet homme. Je sais que Delteil, sa lecture ou son audition fait du bien aux gens et les invite à ne pas céder à la torpeur, à la grisaille, à l'amertume. Voilà, ce sont des états d'âme ou étrangers à Delteil, ça. Il faut réapprendre Delteil. Il a beaucoup à nous apprendre, surtout dans notre société d'aujourd'hui. Il s'était levé à la fin de sa vie, vous le savez, contre la prolifération des armes atomiques, contre les centrales nucléaires. La dernière phrase qu'il a prononcée pratiquement, c'était pour s'élever contre les centrales nucléaires. Là, il est sorti de son lit, il était fatigué, mais il a voulu lancer ce dernier cri. C'est l'exhortation de Jésus II qui dit « Ce que tu rêves, fais-le. Ce que tu rêves, fais-le. »